Pour ce cours de la journée, d'abord je me présente, professeur Léobon, fraîchement arrivé à Bordeaux. Je suis chirurgien cardiaque et on m'a demandé de vous parler des avancées en chirurgie cardiaque, des cardiopathies congénitales. Le sujet est plus restreint que si ça avait été les reculades quotidiennes que nous connaissons, dû aux avancées de nos amis cathétériseurs, peut-être. Et donc je vais essayer de vous présenter quand même quelques points qui m'ont semblé intéressants. Alors, on va parler un petit peu du remplacement valvulaire mitral chirurgical par prothèse biologique sur stent. On va dire Mélodie, ça ira plus vite, et vous allez voir que d'autres substituts arrivent. Je ne sais pas si vous connaissez le PK, ce conduit de PTFE dilatable. On peut peut-être rendre quelques services dans l'avenir. Je ne résisterai pas à vous parler de ma technique favorite de préservation valvulaire pulmonaire sur les phallos. Et puis enfin, on dira quelques mots des recherches en termes de substituts valvulaires qui intéressent aussi bien évidemment la pédiatrie. Alors, pour commencer par ce remplacement valvulaire mitral par bioprothèse sur stent, vous savez que c'est en 2012 qu'a été publié donc les deux premiers cas. Il s'agissait par l'équipe de Boston de deux petits-enfants, un de 5 mois et un de 7 mois. Le premier pour une fuite massive à la suite d'une correction chirurgicale, coarctation CIV, syndrome de coarctation, où il y avait eu une lésion mitrale. Donc lui, il a bénéficié à l'âge de 5 mois de l'implantation d'une mélodie. L'autre, c'était un syndrome de Shawn, donc plutôt une sténose mitrale sévère, pour lequel a été également implantée cette première mélodie, donc avec des succès, comme diraient nos confrères, primaires, puisque le premier a été transplanté quelques mois après, et le deuxième, le suivi n'est pas documenté au-delà de quelques mois. Néanmoins, depuis lors, ont eu lieu pas mal d'implantations, avec bien sûr un certain nombre de modifications techniques, puisque évidemment ce conduit percutané n'est pas fait pour ça. Donc, parmi ces modifications techniques, il y a... On est à peu près de l'écran. Bon, bref. Il y a des modifications qui visent à ne pas encombrer la chambre de chasse du ventricule gauche, la voie sous-aortique. Parmi elles, vous voyez, il y a là notamment l'incision en V du conduit, en regard de la valve aortique. Il y a aussi la fixation, au contraire, sur la paroi libre du ventricule gauche de la face opposée, pour éviter que ça bascule. Il y a le raccourcissement de la prothèse, essentiellement par repliement des extrémités, qui ne sont pas très utiles en l'occurrence, puisqu'elles flottent. Donc pour les raccourcir, il y a quasiment systématiquement l'implantation d'une jupe en péricarde pour pouvoir la coudre, l'implanter dans l'anneau mitral. Il y a dans la plupart des cas aussi un recalibrage, une expansion calibrée au ballon de ce substitut qui est faite en péropératoire. Et la plupart donc de ces implantations ont été colligées dans ce papier de 2018, de fin 2018, où il y avait 17 centres européens et nord-américains. Donc c'est quand même des expériences par centre qui sont assez limitées, mais qui nous amènent quand même à avoir une petite idée de ce que ça peut donner dans les mois, voire peut-être les années qui suivent. Donc effectivement, sur ces 67 patients, l'âge moyen était de 8 mois et demi, et un poids de 6,6 kg en moyenne. Les étiologies des lésions de la valve gauche étaient multiples, des sténoses comme des rétrécissements, des canaux atrioventriculaires, à peu près toute la pathologie de la valve gauche. Et les gestes associés dont je vous ai parlé ont été réalisés là aussi dans une immense majorité des cas, 93% dans les implantations mitrales. Il y a dans cette série quelques implantations tricuspides, mais quasiment à chaque fois, il y avait un geste associé pour vraiment éviter au maximum d'encombrer notamment la voie de sortie du ventricule gauche. Et dans bon nombre de cas aussi, une dilatation péropératoire au ballon pour adapter la taille.
Alors, quel résultat? Bah, écoutez, c'est pas si mal que ça, entre guillemets, bien que la mortalité globale soit autour de 20% sur ces patients qui étaient malheureusement des patients très lourds, hein, évidemment. Avec, sur l'hémodynamique, des gradients qui étaient assez faibles et très peu de fuites initialement. Encore heureux, c'est quand même une prothèse. Il y a eu quand même un certain nombre de BAV, une mortalité donc non négligeable, mais qui tient aussi probablement pour une bonne part au type de patients qui étaient implantés, puisque un certain nombre d'entre eux l'ont été en semi-urgence ou en cas de nécessité, d'impossibilité de réparation. Et puis, nombre d'entre eux ont bénéficié, je ne sais pas s'il faut utiliser ce terme, d'une nouvelle dilatation par cathétérisme 1 à 2 fois. Et en gros, il y a eu une soixantaine de gestes sur cette série, parfois 1 fois ou 2 fois chez le même patient. Et donc, ça donne que sur le suivi, en gros, à 2 ans, on va dire qu'il y avait à peu près 80% de ces patients qui étaient et vivants et non transplantés. Il y a eu deux transplantations. Alors, quel résultat hémodynamique, notamment après les dilatations? Vous voyez que sur les gestes de dilatation, on partait de gradients qui étaient assez importants sur une valve gauche, évidemment. La moyenne devait se situer autour de 14-15, avec une bonne efficacité de la dilatation. C'est au prix de peu de fuites. Au prix de peu de fuites importantes sur une expérience, encore une fois, assez brève. Donc les conclusions du papier, c'est que oui, la valve Mélodie, d'abord, elle peut être réexpandue dans cette utilisation, ce qui n'était pas si évident que ça, puisqu'elle est quand même fixée par une collerette, elle est dans une position qui est loin d'être celle pour laquelle elle a été conçue, et donc évitant des réinterventions relativement précoces. Effectivement, dans un certain nombre de cas, ces implantations initiales ont été des interventions de sauvetage. Donc c'est vrai qu'on est sur une mortalité élevée, de l'ordre de 20%, pour laquelle les auteurs disent, mais peut-être que si on les faisait en électif, on serait à beaucoup moins. Donc ça reste à démontrer. Il faut noter aussi que ces patients, dans quasiment tous les cas, ont été mis sous traitement antiagrégant plaquettaire, et en général double. Donc ce qui est un élément aussi à considérer. En balance, évidemment, des anticoagulants d'une valve mécanique quand on arrive à la loger. Il y a quand même quelques cas où peut-être ils auraient pu quand même mettre une mécanique, mais ils indiquent que c'était pas facile et que donc ils avaient préféré cette option. Alors la suite, la suite, elle avance tous les jours. Vous voyez que déjà en 2021, il y a une autre prothèse sur stent qui a été implantée, une biopulmonique. Qu'il y a des implantations de Sapiens, qu'il y a des implantations en position tricuspide, et que voilà, l'histoire est en route. Alors, qu'est-ce que ça donnera? Effectivement, le point intéressant quand même là-dedans, c'est l'hypothèse d'une redilatation et de gagner plusieurs mois, voire plusieurs années avant une nouvelle intervention, qui à terme sera évidemment un remplacement valvulaire et jusqu'à preuve du contraire mécanique. On en parlera à la fin, mais les alternatives pour le moment sont pas évidentes. Enfin bon, on est quand même là dans un cadre pédagogique. Je voudrais que vous n'oubliez pas cette opération, dite de Ross 2 ou Ross mitral, qui n'est pas une intervention nouvelle, ça date de 1967 et même 1966. Le premier, c'est Hubka, c'est un Tchécoslovaque, avec le schéma que vous voyez. Mais son autographe pulmonaire, il l'a fixé pas, enfin il l'a fixé en haut et en bas, mais il n'y avait pas rien pour la soutenir, entre guillemets, avec des distorsions, des choses qui rendaient peut-être un petit peu difficile. Et dans la plupart des cas décrits, le ROS 2 a été fait avec l'adaptation technique dite du top hat, chapeau. Vous comprendrez facilement pourquoi ce nom avec le schéma du dessous, qui consiste à inclure l'autographe pulmonaire dans un conduit et de fixer ce conduit à l'orifice mitral et de refixer à distance des veines pulmonaires l'extrémité atriale à l'aide d'une collerette. OK ? Donc, on s'y intéresse plus beaucoup. Les séries étaient relativement limitées, sorties dans les années 2004-2005, je ne vais pas tout nier. Ça intéressait pour beaucoup des grands et des adultes. Néanmoins, une bonne leçon nous est encore donnée par nos anciens. Vous verrez le nom de Lecomte et de Vouet ici, sur un simple cas clinique.
Il nous rappelle qu'avec une adaptation technique de top hat chez un enfant de 5 mois, on peut implanter une autogreffe pulmonaire en position mitrale. Avec une inclusion, c'était pas du dacron, des choses rigides, c'était du péricarde. Et que ça donne un résultat qui est pas mal du tout, puisque vous voyez la courbe du suivi de ce patient avec ces gradients et le potentiel de croissance ou de dilatation, je ne sais pas comment l'appeler, qui est préservé de ce montage, puisque cet enfant, malgré les gradients qui ont monté progressivement, il a pu être opéré juste avant ses 12 ans de remplacement valvulaire mécanique. Donc il n'y a eu que 2 interventions. Donc voilà, pas oublier qu'il y a aussi d'autres alternatives, même si effectivement l'aspect du stent est séduisant sur la possibilité éventuelle de redilatation. On ne peut pas le nier. Après, quand on voit l'explantation du premier patient de 2012, là, et quelques mois après, elle a quand même pas une jolie tête, sa Mélodie. Mais bon, il y a la photo, si vous allez voir le papier. Donc, c'est probablement une procédure qui permet de passer un cap parfois critique. Donc, il ne faut pas l'oublier. Néanmoins, il faut toujours rappeler, notamment dans notre cadre pédagogique, que la priorité est toujours à la réparation, bien évidemment. Et que même de réparation en réparation, on arrive dans l'immense majorité des cas à l'âge adulte. Pas une espérance de vie de 90 ans avec sa valve réparée 5 fois dans l'enfance, mais un remplacement dans des situations à peu près équilibrées et à taille adulte. Alors évidemment, comme je vous le disais, le concept est quand même assez intéressant de pouvoir redilater ces valves à 1, 2, voire peut-être plus. Évidemment, on a dit sur les premières séries, il faut tenir compte de l'aspect, comment dirais-je, sauvetage ou semi-urgence, ou voilà, qui était celui de ces patients. Et puis, il ne faut pas oublier que, évidemment, l'avenir, c'est tous les jours. Donc, le matériel progresse, que nos amis cardiopédiatres sont pas en manque d'innovation et qu'on récupérera quelques-unes de leurs prothèses peut-être pour faire ce type de procédure. Vous préférez qu'on discute les petits topics un par un ou on voit à la fin? On voit à la fin. Allez, on est lancé. Un petit mot sur ce PK, dont vous entendrez probablement parler un jour. Donc, au départ, c'est in vitro le concept d'un PTFE, polytétrafluoroéthylène. C'est une matière remarquable, c'est celle qui vient de la recherche spatiale des années 60, qui est utilisée dans le pôle à frire, qui est utilisée dans vos manteaux, qui est utilisée dans les prothèses, dans plein de choses. En fait, c'est plutôt une mousse et en fonction de son design, on peut avoir effectivement des possibilités de dilatation. Donc, c'est ce qui a été utilisé ici, avec, comme vous le voyez sur la première partie de la diapositive, une dilatation. Ah, je vois quelqu'un. Une dilatation. Ça, je savais pas quand même fantastique son truc. Bref. Je vais faire avec la flèche, ça a mieux. Une dilatation donc sur le banc, in vitro, avec l'inflation du ballon et puis un petit recoil après, mais quand même une dilatation in vitro jusqu'à 2 fois et demi, avec une augmentation des espaces internodaux, comme ils les appellent, bon, peu importe. Donc in vitro, prometteur. Ça passe plus, non? Bon, c'est pas grave. Intéressant. C'est de débrancher ce truc. Donc l'étape d'après, c'est les manips in vivo. Ils vont pas tarder à s'afficher, j'espère. Ou pas. Voilà. Avec tout à fait à gauche, donc une implantation qui est pas réellement in vivo, sur des tissus vivants, on va dire, sur un segment d'aorte, effectivement, on dilate au ballon, même résultat, ça reste bien dilaté. Par contre, c'est vrai que in vivo, réellement, chez l'animal,
c'était du porc, sur leur thoracique descendante. On arrive à gagner effectivement quelques millimètres, ce qui sur un conduit est toujours intéressant. Et donc, ils l'ont décrit in vivo. L'étape d'après, ça a été l'application clinique. Avec, voilà comment il se présente, ce conduit. Donc, il est clairement prévu pour être dilaté, puisqu'il a des marqueurs radio-opaques. Et la première expérience clinique, elle a été faite à Pittsburgh sur un hypo-VG avec atrésie aortique, atrésie mitrale, un enroute Sano, et pour le montage de Sano, le tube VDAP restrictif, un conduit donc ex-graft de ce PK Lab de 6 mm entre le ventricule droit donc, et l'artère pulmonaire. Résultat, cet enfant, avant d'arriver à sa dérivation cavo-pulmonaire partielle, il était quand même assez désaturé, 68%, avec clairement un hypodébit et un diamètre qui était moins que le diamètre nominal initial, moins de 6 mm. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est on va le dilater. On aurait peut-être pu lui faire la DCPP, mais bon, on va le dilater. Et effectivement, ils sont passés de plutôt 6 à plutôt 9 mm, avec plutôt de nouveau une légère tendance à l'hyperdébit, mais tout à fait équilibrée, et ce qui a permis à cet enfant de bien grossir et d'aller à sa cavo-pulmonaire partielle 2 mois après, et à l'explantation. Bien sûr, ils ont récupéré le graft pour voir, avec un diamètre conservé de 9 mm. Donc voilà, jusque-là, moi j'en étais là. Et puis je vois, il y a quelques semaines de ça, je fais un topo sur les phallos et réguliers et irréguliers agénésie des valves. Je vais chercher un peu dans les agénésies des valves et je tombe sur un papier assez récent de Boston où ils sont assez, comment dirais-je, intensifs, actifs dans le traitement de l'agénésie des valves avec, dans certains cas, n'hésitant pas à remplacer toute la bifurcation pulmonaire par un conduit avec une manœuvre de Lecomte. Réduction des branches en distalité, enfin je passe sur la génésie des valves pulmonaires, et je vois que dans le papier, il commence à utiliser le fameux PK qui éventuellement peut dilater, au point que dans le texte qui est là, ils envisagent éventuellement de dire que potentiellement, avec ce PK Graft, on pourrait même éviter d'avoir à faire la manœuvre de Lecomte en comptant sur sa petite taille initiale qui gêne pas les bronches et puis qu'après on puisse dilater. Donc bon, je ne sais pas ce que ça donnera dans l'avenir, on en est au début. Néanmoins, ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est que ils sont pas les seuls à réfléchir sur des conduits qu'on puisse dilater, bien évidemment, et qui restent à taille de dilatation. Ce qui serait une façon relativement élégante de pallier l'absence de potentiel de croissance sur l'immense majorité de nos conduits, bien que vous savez déjà qu'un certain nombre de conduits biologiques type Contegra puissent quand même être forcés par nos amis cathétériseurs et stenters. Donc même petit labo, c'est start-up à l'origine et adossé à je ne sais plus quel hôpital, travaille aussi sur des tubes valvés. Bien sûr, ce qui n'est pas décrit quand même, c'est le risque de thrombose. Vous savez qu'on a aussi des petits conduits qui donnent quand même satisfaction, notamment celui sur lequel on a de l'héparine adsorbée et qui s'appelle le Gore-Tex. Bref, j'ai oublié. Ça va me revenir. Voilà, donc il faudrait quand même comparer en termes de perméabilité, c'est la moindre des choses, ces nouveaux conduits, y compris après dilatation, à ce qui existe déjà. Mais le concept est quand même intéressant et probablement qu'il fera des petits un jour ou l'autre. Chapitre suivant. Donc, peut-être que certains l'ont déjà vu, je suis convaincu, donc je le présente. C'est une technique de conservation de la valve pulmonaire qui est un petit peu particulière, puisqu'elle s'attache vraiment à aller libérer l'anneau pulmonaire. En gros, le concept, c'est que tant que vous avez la valve pulmonaire qui est enchâssée sous elle par un infundibulum circonférentiel musclé,
à chaque systole, cette zone musculaire dessous va plutôt avoir tendance à brider l'anneau. Okay. Alors que si vous l'enlevez, vous la remplacez par un matériel inerte, la pression systolique va plutôt avoir tendance à tirer sur l'anneau. Donc ça passe évidemment par un premier temps qui est une libération assez extensive de toute la partie antérieure de l'anneau. Deuxième temps important, c'est de lui faire une belle commissurotomie, on prend le temps de faire ça bien. Et puis enfin, on va compléter par ce patch qui est une forme d'écusson, vous voyez ici, hein, qui va venir fermer l'incision en T. La barre verticale du T, c'est l'infundibulotomie. La barre horizontale du T, c'est la libération de l'anneau. Et le patch, il va venir, il est volontairement oversizé d'un tiers environ pour vraiment tirer sur l'anneau, être plus grand, de façon à bien ouvrir la voie de sortie au prix d'une infundibulotomie relativement courte. Alors... ça serait bien si ça démarrait quand même. Sinon, pas de panique. Oh là là. Donc, on a fait l'infundibulotomie verticale. On peut fermer la CIV par là, évidemment, ou par l'oreillette, c'est pas un problème. Et puis là, on fait le temps de libération de l'anneau. Donc, il faut trouver le plan exactement. Là, on cherche. Et puis d'un coup, ça y est, c'est blanc. Il n'y a plus de muscles. On détache complètement l'anneau. OK. Alors là, moi, je le vois très bien. Il faut appeler Romane. Romane, si vous m'entendez, j'ai un petit problème technique pour diffuser la vidéo. Je pense que sur Zoom, il faut que vous changiez l'écran que vous partagez. C'est pas Roman, ça. Zoom. Il est où, Zoom, là? Je ne vois pas Zoom. À moins qu'il soit là. Non. Non. Ah, logique. Ok. Ouais. Non. À moins que je sois là. Non plus. Ouais. Ok, on repart alors. Donc, la fundibulotomie verticale, résection musculaire. On peut implanter le patch de fermeture de CIV par là ou par atriotomie, c'est pas le problème. L'intérêt, voilà, c'est vraiment d'aller libérer l'anneau. Donc, on cherche le plan. Là, j'ai un petit crochet, vous voyez, qui est sous la cusp pulmonaire, à côté d'une commissure. Et voilà, on va trouver le plan. À partir de là, sur toute la partie antérieure, on va pouvoir le libérer.
On est vraiment au ras de l'anneau. À droite, à gauche. À gauche, il faut faire attention, on n'est jamais très loin de l'IVA. Mais j'ai pas un public de chirurgien. Et voilà l'IVA. Et voilà donc l'incision en T. Avec tout le bord antérieur de l'anneau pulmonaire qui est libéré. On peut finir à cœur battant si on a fermé les shunts. Donc, on oversize d'environ un tiers le bord supérieur qui va entièrement complètement droit, de façon à s'appliquer sur l'anneau en tirant dessus. Voilà, on ferme l'infundibulum, donc là on réduit le patch au minimum pour qu'il prenne le moins de place possible. Et voilà la sortie. Avec voilà, des pressions ventriculaires droites qui sont tout à fait basses et une conservation valvulaire au prix de fuite minime. Comme vous l'avez vu, le précédent il était un petit peu plus grand pour mieux y voir et un petit peu un beau bronzage d'un malade humanitaire. Et là, c'est un vrai nourrisson. Donc ça marche aussi, y compris chez les tout petits. Avec voilà, des pressions basses, là c'est dans la paix. Donc j'ai été encore à Toulouse pour cette série. Donc 2015-2019, exclusion de VDD, absous, agénésie des valves pulmonaires, évidemment. Pas facile de conserver des valves pulmonaires qui n'existent pas. Âge 8 mois, poids 7 kg, suivi moyen un peu plus de 2 ans, 3 presque. 67 patients opérés et 60 qui ont pu conserver une valve pulmonaire, soit un taux d'évaluation d'un peu plus de 10%. Les 7 qui ont perdu leur valve pulmonaire ont quand même eu la procédure. Et à l'issue, sur des critères ETT ou de mesure directe des pressions, et en général les deux, si on était à, voilà, aux alentours de 2 tiers, 70%, bah, c'est que l'OPSA qui reste, il peut être que valvulaire. Donc on reprend la CEC, on n'a pas besoin de replanter, et on fait un patch infundibulopulmonaire. Jusqu'ici, pas de réintervention sur la valve. Il y a eu une ou deux réinterventions sur d'autres lésions, une série résiduelle, tout ça, qui ont permis de voir que la valve était toujours là aussi. Le résultat, c'est assez peu de fuites. Elles sont toutes 2 ou moins, à une ou deux exceptions près. En orange, c'est les patchs transannulaires, donc avec des fuites majeures. Des gradients, on va dire acceptables, autour de 2 mètres, 2 mètres 50, 2,4 en moyenne. Et qui voilà, restent relativement stables sur le suivi. Donc l'intérêt, c'est d'avoir effectivement un taux de conservation valvulaire pulmonaire assez élevé. Certes, la valve préservée est loin d'être parfaite, hein, plus de 8 fois sur 10, il y a des bicuspides, évidemment, mais elle est modérément fuyante et peu sténosante. Il n'y a pas de fuite libre, donc ça c'est l'intérêt sur le long terme, et tout en préservant un potentiel de croissance, puisque c'est que du bio, avec un peu de péricarde devant, mais une bonne moitié, voire un petit peu plus de tout en postérieur, qui est tout à fait du tissu natif. Bien sûr, l'infundibulum est complètement libéré, donc s'il reste un obstacle, peut-être que valvulaire ou éventuellement un peu sur le tronc, et donc éventuellement dilatable, sans intervention. L'idée, évidemment, c'est de limiter la dilatation du ventricule droit par la faible taille du patch, mais aussi, bien sûr, par ce qui est normal, c'est-à-dire le respect du maximum des artères coronaires. Et puis, ça a aussi l'intérêt de ne pas laisser d'isthme entre l'infundibulum et l'anneau pulmonaire, puisqu'il est complètement isolé à ce niveau-là. Donc voilà, c'est une technique relativement simple que je conseille à mes collègues d'essayer, évidemment, pour vous convaincre. Mais est-ce vraiment utile? Se dire à quoi bon essayer de faire des exploits pour garder des valves et tout ça. Parce que vous voyez bien que les dernières recommandations adultes congénitaux de l'ESC, c'est préférence sur les revalvulations pulmonaires sur les conduits à la technique percutanée. Donc peut-être qu'effectivement, on se casse la tête pour rien. Parce qu'un malade qui est dévalvé, bon, pourra quand même le tenir longtemps. Cela dit, on sait quand même que sur les remaniements, la fibrose et tout ça, ça joue. L'âge de la dévalvulation et donc probablement sur la qualité du ventricule à distance. Donc oui, je pense qu'il faut le faire. Même si nos brillants collègues revalvent maintenant
la plupart de nos phallos, en ayant une considération parfois assez étendue de ce qu'est un conduit, puisque dans la plupart des cas, c'est pas des conduits. Mais bon, ça c'est juste une remarque sur les recommandations. Donc quel avenir ? Je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer la conservation valvulaire pulmonaire. Pas à tout craint, ça sera jamais 100%, ça n'a pas de sens. Il y a des valves qui sont des diaphragmes fibreux pour lesquels c'est pas rendre service à l'enfant que de lui laisser ce truc. Après, on est quand même étonné souvent d'en récupérer un bon nombre. Voilà, là on a peut-être un peu forcé le talent, eu un peu de chance, il n'y a pas trop de réintervention. Il y en aura peut-être dans les années qui viennent. Mais voilà, je pense qu'on peut réduire le taux de dévalvulation très probablement autour de 20%, en se forçant un petit peu, voilà, ce qui correspond aux formes les moins favorables de Fallot. Et vous allez me dire, tout ça serait caduque si on avait de belles valves, non ? Alors, où est-ce qu'on en est de nos progrès sur les substituts valvulaires ? Donc, je vous ai mis deux belles revues récentes. Avec les deux, vous avez 30 ou 40 pages, vous saurez tout. On va synthétiser un petit peu tout ça. Donc, il y en a une dans Nature Review Cardiology et puis une dans un truc de biomatériel. Donc, j'ai mélangé un petit peu les deux pour faire un exposé un peu clair. Donc, quels sont les challenges de la constitution de ce qu'on appelle ces Tissue Injured Heart Valves? D'abord, il y a une première étape qui est vraiment comprendre comment fonctionne une valve. Donc, ça passe par les connaissances anatomiques, par les connaissances du flux, par les connaissances des contraintes, par les connaissances anatomopathologiques de la composition des feuillets. C'est pas homogène un feuillet valvulaire, donc c'est tout l'intérêt de cette démarche. C'est aussi de nous forcer à comprendre comment s'est fait ce merveilleux tissu, ces quelques milligrammes de tissu qu'on a en nous sur nos valves, pour fonctionner toute une vie. Derrière ça, on va passer à l'étape un peu plus conceptuelle de concevoir une valve, une prothèse qui va pouvoir se rapprocher. Pour le moment, on en est là à mimer la nature. On attend voilà, beaucoup d'alternatives. On essaye de comprendre au mieux pour s'en approcher et donc d'approcher au mieux dans le concept une valve. L'étape d'après étant bien sûr de l'implanter chez l'animal et là de se heurter à d'autres phénomènes qui sont encore plus peut-être complexes que les questions de mécanique qu'on a vues ici, qui sont vraiment des phénomènes de interaction cellulaire, de inflammation, de remodelage. L'idée, c'est d'arriver à faire plutôt ça que ça. Ça, c'est la bonne balance, celle où le scaffold, la trame, va pouvoir être habité par des cellules. Alors, au début, plaquettes, leucocytes, inflammation. Et puis derrière, on espère que ça va laisser place à un processus de régénération avec une bonne balance entre ce qui est de la dégradation de la trame initiale et la réhabilitation par des cellules autologues. L'écueil, c'est l'inverse, c'est que la balance soit déséquilibrée, qu'on soit plutôt dans l'inflammation chronique avec des macrophages qui dégradent le truc, mais pas pour qu'il soit réhabité par les bonnes cellules, mais par plutôt des cellules inflammatoires évoluant vers la fibrose et la calcification. Donc, du coup, on repart du début, on commence par bien comprendre. Effectivement, on voit que dans l'analyse, il faut s'intéresser jusqu'à la microscopie électronique, la disposition des fibres de collagène, quel type de cellules les habitent, que les contraintes, vous le savez, mais j'ai pas résisté pour la pédagogie à vous montrer que les contraintes sur une valve aortique et sur une valve mitrale, c'est pas du tout la même chose qu'à droite. On est sur des facteurs quasiment 10, comme nos facteurs de pression. Donc c'est pas pareil tout à fait. Quand on repense au ROS notamment, c'est intéressant de voir ça. Que la répartition du collagène, de l'élastine, c'est pas la même partout sur le feuillet. Et que donc, voilà, toutes ces informations vont servir pour derrière essayer de concevoir des valves les plus durables possibles. Pour les construire, entre guillemets, les produire, en gros, il y a deux types de techniques. Il y a les techniques d'électrospinning, où en fait, on va aller répartir sur un moule en plus et en moins, le dessus et le dessous de la valve, en gros, la matière, quelle qu'elle soit,
Et donc, on va remplir cet interstice entre les deux éléments par centrifugation, avec des résultats assez fins. L'autre grand groupe de techniques, c'est les techniques qui s'approchent de l'impression 3D, et cette fois avec soit des polymères, soit avec des matrices plus proches de la physiologie, collagène et compagnie, par différentes techniques, laser ou injection, ou je sais pas comment on dit ça, dispensing, robotique dispensing. En gros, c'est sous pression, hein, c'est comme le tube de dentifrice là. Avec des résultats là qui paraissent un petit peu épais quand même, mais bon, tout ça avance tous les jours. On en est au point d'imaginer pour certains la reconstruction de myocarde avec des fibres dans un sens, des fibres dans l'autre. Bref, tout ça est extrêmement beau et brillant, avec plusieurs stratégies, puisque vous allez voir que dans ce terme de tissue engineering, Hartwall, il y a beaucoup de choses. La première, c'est en gros l'utilisation de cellules autologues pour aller coloniser cette armature, cette structure avant son implantation. Et donc là, on a l'idéal, hein, c'est-à-dire une valve certes synthétique, mais habitée par les cellules du receveur. C'est pas gagné. Soit avec un substrat qui est construit par des cellules non pas autologues mais allogéniques, et donc il y a une étape de décellularisation après pour ne garder que la matrice, ce qui se rapproche un peu de la troisième ligne qui est finalement la plus ancienne, qui est celle d'utilisation de tissus natifs, soit homogreffes humaines, soit xénogreffes animales, qui sont décellularisés. Finalement, c'est ce qu'on fait depuis un petit peu plus longtemps, sachant qu'il y a eu quand même des tentatives de décellulariser de l'homogreffe humaine, pour voir un peu ce que ça donnait, sans que ça ait été vraiment fantastique. D'ailleurs, on maîtrise déjà pas tout à fait le devenir d'une homogreffe, avec des longévités parfois impressionnantes, et puis d'autres fois des résultats un peu décevants. Donc, on pourrait déjà se pencher là-dessus et sur les techniques de conservation, ne serait-ce que de nos homogreffes. Autre technique, c'est d'aller directement sur des polymères biorésorbables, tout simplement, en disant que c'est in situ que se fera l'implantation de cellules autologues sur cette matrice d'origine synthétique, même si le polymère peut être un bioproduit. Et puis enfin, on peut ensemencer ces polymères avec des cellules autologues, pour obtenir là aussi une valve, on l'espère, la plus proche possible du receveur. Passer cette étape, il faut bien la mettre dans un organisme vivant. Donc souvent, ce sont les brebis qui payent un lourd tribut à ces essais in vivo. Il y a aussi un peu de cochon, du babouin pour les plus riches et les plus avancés. Avec des résultats qui, in vivo, des fois, sont pas ceux qu'on attend forcément. Donc, on publie essentiellement les bons et on continue dans cette voie, quitte à modifier un petit peu le traitement des valves. Ici, je vous présente par exemple un polymère de polyuréthane avec et sans traitement par biphosphonate pour éviter les calcifications. Vous voyez dans la sous figure B que cette valve-là est comparée à deux classiques que sont la mosaïque et la périmante Edwards, avec en bas la radiographie. C'est-à-dire que merveilleux, dans la polyuréthane traitée biphosphonate, il n'y a pas de calcification. Maintenant, vous allez voir que quand on la met dans un malade, c'est autre chose probablement. Mais c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter de chercher. Donc, si vous allez sur ces papiers, vous verrez qu'il y a peut-être 70 ou 80 études qui sont listées. Donc, j'ai enlevé tout le préclinique, tout l'animal et tout ça, parce que voilà, c'est toujours suffisamment bien pour que, dans un certain nombre de cas, on arrive à en implanter chez un malade, voire chez un enfant. Donc, en gros, il y a essentiellement deux trucs. Il y en a un troisième, j'ai vraiment cherché, j'ai pas retrouvé, mais il y a des valves porcines décellularisées. Donc finalement, c'est pas une grande innovation. Elles sont là, avec des résultats relativement décevants par rapport à ce qu'on connaît déjà de ces xénogreffes valvulaires. Hein.
Et puis ici, du polyuréthane, qui est quand même dans les polymères de synthèse, probablement celui qui a les moins mauvais résultats. Vous savez que c'est pas exactement les mêmes, mais c'est notamment les valves du Berliner sont des valves en polyuréthane, comme ça. Mais bon, Berliner, on a tenu 1 an là, le dernier, mais c'est pas... Donc, mais on n'a pas eu de problème de valve proprement dit, elles se sont pas déchirées. Donc là, il y a eu quelques essais avec du polyuréthane. Bon, en plus, c'est quand même chez les enfants tout ça. Hein. Les âges 2, 12, 4, 12, 2, 22. Je ne sais pas si je proposerais ça à mon enfant, personnellement. À 2 ans, pour le moment en tout cas. Et donc avec voilà, des suivis qui sont relativement courts pour le moment. Hein, c'est des études relativement récentes, c'est 2020, 2018. Voilà, donc on n'a vraiment pas des reculs comparables à ce que peut être l'implantation pour le moment de nos pauvres valves biologiques péricardiques, mais qui ont quand même, ou de nos homographes, qui ont quand même des durées de vie acceptables, on va dire. Donc, quel avenir? Bah oui, probablement un jour, on va changer de paradigme. C'est évident. Quand vous voyez les gens intelligents qui travaillent là-dessus, c'est sûr. Et tous ces groupes et tout, c'est sûr qu'à un moment, ça va arriver. La seule question, c'est quand. Je ne pense pas que ce soit 2022, mais alors il y a un autre truc. Je l'ai cherché depuis une semaine. Je l'avais vu il y a quelques temps. Impossible à retrouver. Il y a eu un essai aussi de quelques implantations de matrices résorbables. Ils disent que c'est pas mal, mais il y en a une pareille quand ils l'explantent. Ça fait pas très envie encore. Donc oui, ça va arriver un jour. Je pense pas que ça soit 2022. J'espère que je le connaîtrai, mais j'en suis pas sûr. Voilà. Donc, je suis persuadé que ça finira par arriver, mais c'est pas encore aujourd'hui. Voilà pour conclure cet après-midi. Mais bien sûr, si vous avez des questions sur l'avenir, des avancées, on n'a pas tout évoqué. Il y a sur l'assistance, mais il y a quand même des cours sur l'assistance, donc je suis pas allé dessus. Il y a les assistances droites de Berliner qui commencent tout juste à arriver. On va voir ce que ça va donner sur les ventricules uniques défaillants. Il y a des choses. Je ne vais pas parler de KT du tout. Le minimum en tout cas. Mais il faudra bien, hein, parce que tous ces trucs là d'implantation de nouvelles valves, ils regardent même plus les implanter chirurgicalement. Hein. Ils travaillent tous à ce que la phase clinique elle sera percutanée quasiment à coup sûr. Hein, donc, bref. Mais le moins possible, parce que vous avez aussi une session KT avec Zach demain, je pense. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Oui, devant la foule en délire, priorité aux dames. Tant qu'on peut encore. Ouais. Bah, du coup, on est reparti en CEC sans clamper. J'ai ouvert le patch, l'anneau, le tronc, et j'ai mis un patch infundibuloculaire. Ouais, si on pourrait. Ouais. Mais c'est déjà que les feuillets en général sont un peu rigides, l'anneau un peu petit. Enfin, bon, oui, on peut. Oui, ouais, je pense, parce que ça laisse une zone qui, à mon avis, devrait permettre de poser le stent, ouais. Je pense, plutôt que d'avoir des gros trucs. Cela dit, ce qui les gêne, à mon avis, historiquement, c'est plus la dilatation infundibulaire qui est liée à la zone autour de l'implantation du patch, qui est souvent dyskinétique, non seulement akinétique comme l'est un patch, mais dyskinétique et qui donc prend de l'ampleur et du volume avec les années, formant ces espèces d'anévrismes infundibulaires un peu. Et ça gagne un peu sur le tronc, et je pense que c'est ça qui les gêne le plus. Mais bon, si tant est que quelque chose les gêne, parce qu'ils sont trop forts. Il faut s'hydrater, hein. Je partage mes bouteilles d'eau. Ouais. J'ai pas bien compris, mais ils en sont quasiment à envisager l'hypothèse qu'au début, on met un petit conduit comme ça, il gêne pas les bronches, je pense. Hein. Il grandit, on le dilate, il grandit, on le dilate, et on n'a pas à l'éloigner en faisant la manœuvre de compte.
Oui, oui et non. Bah, euh, oui, on tire toujours sur les branches, quoi qu'il arrive. Bon, là, c'est l'intérêt. Et elles sont suffisamment larges pour pas être sténosées normalement. Donc, je veux dire que mettre un conduit d'une râpée à l'autre, ça me choque un peu. Mais je préfère faire le compte natif. Enfin, c'est pas tous les matins qu'on opère des agénies des valves. Hein. C'est pas une pathologie si fréquente que ça. Mais le compte, réduction des branches, classique. C'est pour ça que j'ai dit, je trouvais le papier et l'équipe un peu va-t-en-guerre. Quoi. Ouais, ils sont très. Après, c'est pas tous les malades non plus.